Merci, Madame le professeur. Alors, évidemment, parler de la beauté en musique paraît un triple défi. C'est d'abord un défi par rapport au cadre scientifique de ce cours de génétique et physiologie cellulaire de Madame Petit, que je remercie d'autant plus de son invitation. Certes, la perception de la beauté a, surtout au début du XXe siècle, fait l'objet de mesures scientifiques, mais mon approche ici sera purement esthétique, philosophique. C'est ensuite un défi par rapport à l'évolution de la musique savante depuis la Seconde Guerre mondiale, qui semble, dans ses courants d'avant-garde dominants, avoir abandonné l'objectif de créer de la beauté au profit d'autres valeurs, l'originalité, la hardiesse, la puissance, etc. Il en va de même des discours musicologiques qui ont privilégié, peut-être depuis le début du XXe siècle, l'approche formaliste des œuvres et dénigré la notion de beauté pour sa naïveté ou par ce qu'elle charriait de sentimentalisme. Alors pourtant, malgré cela, la beauté continue de s'imposer dans nos jugements spontanés à l'écoute de telle ou telle musique. Mais c'est souvent à partir du même présupposé que précédemment. Nous disons « Ah, c'est beau » lorsque les mots nous manquent ou lorsque nous ne savons pas exactement pourquoi ça nous plaît. La beauté échapperait ainsi à la conceptualisation, elle relèverait de l'émotion personnelle, elle dépendrait des goûts, comme on dit. Dès lors, tout serait dit, à savoir, il n'y a rien à en dire. Bon. Alors, on voit qu'en dépit de leur opposition, le discours savant et l'opinion populaire, ou le jugement populaire, s'accordent en réalité sur deux points que je vais m'efforcer de contester. Premier point, la beauté n'est pas dans la musique, elle est dans les opinions personnelles. Et deux, aucune conceptualisation ne peut déterminer ce qu'on nomme la beauté musicale. Pourtant, discours savants et opinion populaire sont bien en conflit. L'un, je le répète, répugne au jugement de beauté, l'autre y recourt constamment, l'autre c'est-à-dire nous-mêmes, faute de jugement justement. On peut illustrer cette opposition entre ces deux façons de parler de la musique, une qui l'analyse rigoureusement mais sans recourir à la beauté, l'autre qui use de cette notion pour dire qu'on ne peut rien en dire, par la controverse Pfister-Berg à propos de la rêverie de Schumann tirée des scènes d'enfants. Écoutons-la.
remercions Vladimir Horowitz et passons à la controverse. En 1920, le compositeur Hans Pfitzner, mort en 1949, publie Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz, en français, la nouvelle esthétique de l'impotence musicale, un symptôme de décomposition, dans lequel, critiquant le formalisme de la musique allemande de son temps, il écrit, je cite, « En présence d'une mélodie comme celle-ci, on perd complètement pied. On peut reconnaître sa valeur, on ne saurait la démontrer. Pour faire à son sujet l'accord des opinions, l'intelligence ne sera d'aucun secours. On est sensible à son charme ou on ne l'est pas. Nul argument n'est capable de convertir celui qui refuse d'être ravi par elle. Il n'y a rien à dire à quiconque l'attaque, sinon la lui jouer et s'écrier « comme c'est beau ». Ce qu'elle exprime est d'une évidence aussi profonde, d'une clarté aussi mystique que la vérité elle-même. Alors, contre cette opinion, Alban Berg s'enflamme et fait quelques mois plus tard une longue réponse dans les Musikblätter des Armbrust en juillet 1920. J'en extrais juste quelques passages. Dans ce trait mélodique, inlassablement répété, n'est-ce pas avant tout la note mi, étrangère à l'accord de fa majeur, qui nous frappe et nous charme? Il ne faut pas perdre de vue que tout ce premier membre de phrase constitue déjà une variation, et quelle variation du premier intervalle de quarte. Celui-ci apparaîtra plusieurs fois encore. Dans la petite phrase descendante qui suit, il se transformera au gré des occasions harmoniques en des intervalles toujours différents, je saute des passages, le déplacement des accents sur des temps indifféremment forts ou faibles, le déplacement qui s'opère tout au long de la pièce, n'apparaît-il pas à l'auditeur comme un raffinement fort sensible? Il est dû à la figure ascendante, enfin, je passe les détails, il fait tout un tas de schémas, petit a, qui retarde chaque fois d'une noire la valeur du temps levé, et bien qu'il opère d'élèves de première mesure, etc., ce déplacement semblera particulièrement remarquable à quiconque examine de ce point de vue les terminaisons respectives, médianes et finales des différentes phrases, des 4 mesures, etc. Bon, alors bilan, d'un côté, l'affirmation spontanée « c'est beau », ni qu'il soit possible d'en chercher les raisons dans l'analyse musicale. D'un autre côté, l'analyse musicologique rigoureuse de Berg nous permet de comprendre sa savante inventivité, mais n'emploie pas le terme « beau » et d'ailleurs n'explique pas pourquoi toutes ces propriétés musicologiques, inaperçues par le profane, suscitent notre émotion. L'un s'en tient aux effets subjectifs, pratiquement ineffables, l'autre s'en tient aux propriétés objectives, parfaitement analysables. Et c'est justement sur ce dernier point que le commentaire de Carole Beffa est éclairant. Carole, que je salue quelque part ici, je l'ai vu dans la salle. Dans le texte de sa leçon inaugurale au Collège de France, lorsqu'il eut la chaire de création artistique, texte publié sous le titre « Comment parler de la musique », il nous permet de dépasser l'opposition Pfitzner-Berg. Il s'efforce de combler le gouffre qui sépare d'un côté le constat impuissant et muet de sa propre émotion par Pfitzner, de l'analyse musicologique de Berg, technique, mais insensible à cette visée émotionnelle. Il s'efforce de donner un sens aux propriétés musicales de la pièce analysée par Berg, en la resituant dans leur finalité et en restituant le projet esthétique de Schumann. À cette fin, il note l'effet expressif des hésitations notées par Berg entre temps fort et temps faible de la mélodie, le rubato écrit qui cause l'impression de flou et d'incertain, et la mélodie longue et sinueuse qui suscite une impression de vagabondage, etc., etc. Alors tout cela nous fait grandement comprendre, enfin nous fait grandement progresser pour comprendre le lien entre propriétés objectives de la musique relevée par Berg et effets subjectifs sur l'auditeur. Cependant demeure la question et la beauté. Alors, au point où j'en suis, au point où nous en sommes, il y a 2 solutions à cette question. La première solution serait de considérer que la beauté est une notion inutile. Non qu'il faille s'en tenir comme Berg à la description des propriétés musicales, lesquelles sont au fond aussi insatisfaisantes que l'expression, les exclamations enthousiastes de Pfitzner. Ce qu'il faudrait, c'est faire comme Carole Beffa,
montrer les effets d'expressivité des propriétés musicologiques, et une fois qu'on aurait dégagé, si cela était possible, tous ces effets expressifs, il ne resterait alors rien à dire de la beauté elle-même, qui ne serait rien d'autre que la résultante de tous ces effets, et la notion vague à laquelle on recourt, forcément par incapacité d'analyser ou de formuler les effets expressifs des propriétés musicales, effets expressifs que relève en partie Carole Beffa. Cette solution est tout à fait possible. Je crois même qu'elle est globalement vraie. Je voudrais seulement en suggérer une autre qui la complète et qui, d'un côté, sauve la notion de beauté conformément à l'opinion populaire, mais concède au discours savant qu'elle relève des propriétés musicales. De fait, voilà donc l'idée que je tenterai de développer. En fait, ma suggestion va à contre-courant des convictions des uns et des autres. Et elle tient finalement en deux thèses. La beauté est bien un concept déterminé et non l'asile de notre ignorance ou le cache-misère de nos émotions ineffables. Et deuxièmement, la beauté perçue se trouve bien dans la musique et non pas en nous qui la percevons. Plus précisément, je dirais, la beauté proprement dite n'est pas dans les propriétés musicales objectives et ne se confond pas non plus avec les effets émotionnels subjectifs. La perception de la beauté dépend de la rencontre de certaines qualités de la musique, que j'essaierai de mettre en évidence si je peux, et d'un certain état du sujet. Toutefois, je dois ajouter une précision extrêmement importante et que je devrais répéter pour être clair toutes les 5 minutes, mais je ne le ferai pas. Considération qui limitera considérablement la portée de ce que je veux dire. Je ne cherche pas à définir ce qu'est une bonne musique, ni même ce que c'est qu'une musique émouvante. Musique belle n'est pas forcément synonyme de musique bonne. Une musique peut être belle et sans grand intérêt, être asthénique ou banale. Une musique peut être puissante, voire bouleversante, sans être particulièrement belle. J'utiliserai le mot beau dans un sens assez étroit. Alors, je commencerai par examiner le préjugé courant selon lequel, comme on dit de façon un peu rapide, la beauté est subjective. Il y a dans cette idée une part de vérité et une part de confusion. La part de vérité, dans cette remarque banale, tient en deux thèses. Il est vrai, c'est une évidence, que la beauté s'éprouve subjectivement. Je trouve que c'est beau signifie que j'éprouve une certaine émotion à entendre cette musique. La beauté est évidemment subjective, en ce sens étroit qu'elle est éprouvée par un sujet. Deuxièmement, il est vrai aussi que la beauté n'est pas objectivement formulable, n'est pas un trait objectivement formulable de la musique. Ce qui veut dire ceci, aucune description de tout ce qu'on entend musicalement dans la rêverie, les notes, les accords, la tonalité, les marches harmoniques, les nuances, les timbres, la mesure, le tempo, ni aucune analyse musicologique de ce qu'on peut en dire comme Berg, motif, thème, phrasé, fonction harmonique, temps fort, temps faible, rythme harmonique, etc., ne peut inclure l'attribut beau. La beauté n'est donc pas une des propriétés de la musique. Bon. Pourtant, 3 observations corrigent en partie ces remarques. Dire que la beauté est subjective, comme l'on dit rapidement, n'implique nullement de dire qu'elle soit relative, c'est-à-dire infiniment variable selon les individus. Certes, certains individus sont insensibles à la musique, c'est ce qu'on dit par exemple de Gaulle ou de Chirac. En revanche, 2 amateurs de musique qui ont forcément des goûts différents ne divergent pas tant que cela quand il s'agit de beauté. Je dis pas tant que cela. De même, on peut discuter, et j'entends ma fille en discuter avec une de ses
mes amis, pour savoir si Romain Duris est plus beau que Guillaume Canet, mais c'est de l'ordre de la nuance. Car si vous les comparez à n'importe qui dans la rue, boiteux, boutonneux, bedonnant, ou même à Franck Ribéry ou à Jamel Debbouze, à qui vous pourrez trouver toutes les qualités, mais sans doute pas la beauté, vous admettrez que la relativité des goûts est finalement assez restreinte. Il n'y a pas évidemment de critères absolus, mais il y a quelques normes générales, une certaine régularité des traits, une certaine symétrie, un certain équilibre des masses, etc. De même, on peut discuter à l'infini pour savoir si la sonate en si mineur de Chopin est plus belle que celle de Liszt, mais elles le sont forcément si vous les comparez à la danse des canards, à laquelle vous pourrez peut-être trouver de nombreuses autres qualités. C'est amusant, c'est cocasse, c'est entraînant, c'est dansant, mais la beauté, sûrement pas. Alors, voilà pour un premier point. En revanche, ce qui est variable et relatif, en tout cas beaucoup plus que la beauté, c'est évidemment le plaisir ou l'émotion qu'une musique nous donne, selon les personnes. Et l'est encore plus selon les circonstances ou selon les moments, selon nos attentes, selon nos dispositions ou nos humeurs. Il y a un temps pour les musiques belles et un temps pour celles qui nous font danser, chanter, méditer, rire, prier, nous détendre, etc. En fait, la confusion provient du fait qu'on emploie généralement beau dans un sens si large qu'il inclut tous les plaisirs et émotions que nous donne une musique. Nous disons, je le répète, et souvent parce que les mots nous manquent, c'est beau, alors même qu'en toute rigueur, cet attribut n'est pas approprié. Troisième remarque, la plus importante. Supposons que j'emploie ce qualificatif de façon stricte, étroite, appropriée. À l'écoute d'un nocturne de Chopin, par exemple, je dis « c'est beau ». Je parle bien de la musique elle-même et de quelque chose, la beauté, que j'entends en elle. Je ne parle pas de mon émotion ou de mon plaisir. Je ne dis pas « ça me plaît » ou bien « je suis ému ». Je dis bien « elle est belle ». J'ai bien la conviction d'éprouver en moi une émotion causée par quelque chose en elle. C'est ce qu'on peut appeler le paradoxe des qualités ou des propriétés esthétiques. Je parle des propriétés esthétiques en général, la beauté n'en est qu'un cas particulier. Il y a d'autres propriétés esthétiques, le sublime, la grâce, le brillant, la délicatesse, etc. Alors, les qualités esthétiques ont ceci de particulier et d'unique qu'elles sont soumises à un paradoxe. Elles sont éprouvées par un sujet comme étant suscitées par les propriétés de l'objet. Elles sont senties subjectivement comme étant objectives. Elles sont attribuées à l'objet sans être des attributs de l'objet. Alors, philosophe Emmanuel Kant s'est intéressé à ce paradoxe parce qu'il s'intéressait à un certain type de jugement dont il voulait faire, lorsqu'il écrit justement la critique du jugement, un jugement du troisième type entre le jugement purement subjectif, cette musique me plaît, et un jugement objectif, cette musique est lente, par exemple. En fait, Kant ne s'intéressait guère aux arts, peu à l'émotion esthétique, encore moins aux propriétés esthétiques auxquelles il ne croyait pas. Ce qui le retenait, c'était un certain type de jugement. Le problème, c'est que ce que la tradition philosophique, et pas simplement, a retenu de ce paradoxe, c'est la solution kantienne, qui est une solution, en gros, subjectivisme. Mais il y a une toute autre façon de résoudre ce paradoxe, en s'intéressant au rapport entre les propriétés esthétiques qui sont dans l'objet, sans être des propriétés de l'objet, ou de la musique, si vous voulez, et d'un autre côté, les émotions esthétiques qui, symétriquement, sont dans le sujet, sans être nécessairement éprouvées par tout sujet. Alors, si je résume, nous avons ainsi trois problèmes à résoudre. Comment les propriétés esthétiques peuvent-elles dépendre objectivement de la musique sans être des propriétés de la musique? Premier problème. Deuxième problème, pourquoi les émotions esthétiques sont-elles ressenties par le sujet sans être
ressenti universellement par tout sujet. Ce qu'on résume en disant chacun ses goûts. Hélas, puisque la formule, à mon avis, ne s'applique guère. Enfin, pourquoi ces émotions esthétiques sont-elles plaisantes? Pour répondre au premier problème, je dirais la beauté, je rappelle que c'est une des propriétés esthétiques, est une propriété évaluative dépendant de propriétés objectives qui, elles, n'en dépendent pas. Je m'explique. J'ai dit qu'on pourrait décrire entièrement la rêverie de Schumann sans l'attribut beau. La beauté de la rêverie n'est donc pas dans ses propriétés objectives. N'empêche que si l'on changeait telle ou telle de ses propriétés objectives, la musique cesserait de nous paraître belle ou elle nous paraîtrait moins belle. La beauté dépend donc de ses propriétés. On en conclut que la beauté est une certaine qualité au second degré des propriétés ou des qualités objectives de la musique. Ce qu'on peut dire d'une autre façon, un peu plus technique, sur le plan de l'esthétique, les propriétés esthétiques sont des propriétés de second ordre, des propriétés de premier ordre, qui sont celles de la musique elle-même. Et ces qualités de second ordre sont, elles, déterminées, et c'est ma thèse, par des principes rationnels définis depuis l'âge classique, par exemple le principe d'économie de moyens ou de rendement, minimum de cause pour le maximum d'effets sensibles, qui s'énonce aussi qualitativement comme principe de perfection ou d'harmonie, dans la formulation de Leibniz, autant de variétés qu'il est possible, avec le plus grand ordre qui se puisse. Voilà, je vais le montrer dans un instant, du moins j'espère, la solution que je propose du premier problème. Les propriétés esthétiques sont dans la musique sans être des propriétés de la musique. Autrement dit, les propriétés de la musique sont sonores, notes, accords, motifs, thèmes, cellules rythmiques, tempo, etc. Les propriétés esthétiques sont des propriétés rationnelles attribuées à ces propriétés sonores. Passons au second problème, le problème de la subjectivité. L'idée que j'avance, c'est que pour pouvoir percevoir ces qualités esthétiques, donc de second ordre, il faut que le sujet, vous ou moi, se trouve dans un certain état que j'appelle l'attitude esthétique, sans laquelle on ne perçoit que les propriétés objectives, c'est-à-dire les propriétés sonores, les propriétés de premier ordre de la musique, et non pas leurs propriétés rationnelles, je veux dire les propriétés rationnelles de ces propriétés sonores. Voilà qui explique que la beauté soit perçue subjectivement, sans être universellement perceptible par tout sujet, que je résume dans la phrase suivante. Pour pouvoir percevoir les qualités esthétiques, il faut se trouver dans une attitude esthétique sans laquelle on ne perçoit que les propriétés objectives et non les propriétés rationnelles de ces propriétés sonores. Alors, resterait à savoir pourquoi ça nous fait plaisir, pourquoi ça fait aux êtres humains que nous sommes, ça donne du plaisir. La réponse tient d'une formule, c'est que nous jouissons de retrouver dans le sensible lui-même les exigences de la raison, correspondant justement aux attentes propres à l'attitude esthétique. Alors, il me reste à montrer ces trois thèses et à les illustrer. Je commence par la condition subjective de la perception des qualités esthétiques, c'est-à-dire la seconde. J'ai dit, pour percevoir des qualités esthétiques qui nous mènent au jugement c'est beau, par exemple, il faut être évidemment à l'écoute. Plus précisément, je l'ai dit, il faut être dans une attitude esthétique. Laquelle, cette attitude esthétique, s'oppose à l'attitude fonctionnelle et se distingue de l'attitude cognitive. Quand nous entendons des sons, la plupart du temps, nous sommes attentifs à leur fonction, qui est de nous avertir que quelque chose se passe. Une voiture approche, un train démarre, un chien se fâche. Nous sommes donc renvoyés spontanément du son à l'événement qui le cause.
Mais parfois, nous entendons certaines suites de sons comme une musique. Par exemple, au lieu d'entendre les frappements des bogies du train contre les rails comme l'avertissement de son démarrage, attitude fonctionnelle, nous nous mettons à les entendre comme un rythme. Ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Nous nous laissons bercer par le chant des oiseaux que nous entendons comme une ligne de chant et non plus comme la manifestation de la présence de tel type d'oiseau, attitude cognitive. Nous cessons d'entendre les sons comme des signes d'événements, ils cessent de nous renvoyer aux choses qui les causent, nous les entendons pour eux-mêmes, ils nous renvoient à d'autres sons, ceux qui les précèdent, parfois même, ils nous semblent annoncer ceux qui les suivent. C'est comme si les sons s'enchaînaient en un ordre qui dépendait d'eux-mêmes et non de quelque chose qui les cause. Et c'est ce qui arrive, par excellence, quand nous entendons une musique, c'est-à-dire une suite de sons qui sont justement, généralement, arrangés ou composés pour être entendus pour eux-mêmes. La musique nous met dans une attitude esthétique par rapport au sonore. L'esprit ne cherche plus la cause des sons hors d'eux-mêmes, le chien, le train, comme dans l'attitude fonctionnelle ou dans l'attitude cognitive, il cherche la raison des sons dans le rapport entre eux, autrement dit dans leur ordre. L'attente esthétique, par rapport au sonore, est satisfaite lorsque l'esprit saisit cet ordre et comprend la suite des sons dans sa complétude et son autonomie. On entend, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, on entend les phrases mélodiques comme des phrases, non comme des suites désordonnées de notes, on entend leur rythme comme un rythme et non comme des suites d'événements décousus. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est dans une attitude esthétique par rapport au sonore. Nous entendons la suite des sons comme musicaux, c'est-à-dire défonctionnalisés. Donc pour entendre de la musique, il faut que nous soyons dans une attitude esthétique par rapport au sonore. Mais c'est insuffisant pour que nous soyons dans une attitude esthétique par rapport à cette musique. Nous le sommes par rapport au sonore, puisque nous entendons des sons défonctionnalisés, c'est-à-dire de la musique. Mais nous ne le sommes pas forcément par rapport à la musique, puisque de nombreuses musiques sont elles-mêmes fonctionnelles ou sont entendues fonctionnellement selon les circonstances. Elles ont, comme on dit, une puissance conative plus que contemplative. Leur réponse adéquate n'est pas la pure écoute, mais une action. Un menuet, un rock sont faits pour susciter la danse. Une musique militaire devrait permettre la marche au pas. Une musique de supermarché doit encourager l'achat, etc. Il y a bien d'autres fonctions de la musique, transe, envoûtement, recueillement, méditation, célébration, sommeil, etc. Bon. Et bien sûr, attitude esthétique et attitude fonctionnelle par rapport à la musique sont souvent mêlées. On peut entendre une valse de Chopin de façon esthétique, comme on écoute une sonate, et de façon fonctionnelle, en se mettant à danser. Les deux ne sont pas incompatibles. Bon. Alors donc, voilà, je distingue deux niveaux de l'attitude esthétique. Les musiques qui suscitent en nous une attitude esthétique sont donc deux fois défonctionnalisées. Comme musique, elles sont des suites de sons défonctionnalisées, et comme musique qui visent à être simplement écoutées ou qui sont écoutées simplement pour elles-mêmes, elles sont des musiques défonctionnalisées. Lorsque l'esprit est dans une attitude esthétique par rapport au sonore, il cherche à le comprendre par lui-même, hors de toute fonction, et il est satisfait lorsqu'il perçoit en lui un ordre. On entend de la musique. Mais lorsque l'esprit est dans une attitude esthétique par rapport à la musique elle-même, il cherche à comprendre cette musique hors de toute fonction de cette musique. Et il est satisfait, du moins c'est ce que j'avance, lorsqu'il perçoit dans cet ordre musical des principes rationnels. Pour que je perçoive de la beauté, il faut donc que je perçoive dans la musique non seulement une relation intelligible entre les notes, les sons, les notes, les accords, etc., mais en outre une relation d'ordre obéissant à des principes rationnels. Pour résumer, je dirais qu'il y a trois façons d'écouter une suite de sons.
ou trois manières de les entendre. J'entends une suite de sons quelconque. Je la comprends signifie je comprends ce que c'est. C'est un chien qui aboie. Ou ce qui se passe, c'est un train qui passe. Je perçois la relation intelligible entre les sons et leur cause réelle. Deuxièmement, j'entends une suite de sons que je perçois comme musicaux. Je comprends cette suite signifie je comprends cette suite dans son unité, je perçois les relations entre les sons. Par exemple, je le répète, j'entends un rythme, j'entends la répétition de la même cellule, je comprends donc quelque chose qui peut s'exprimer ou se formuler de la façon suivante. Toutes les fois que se produit le son long P, alors se produisent les trois sons courts X, Y, Z. Voilà, j'entends donc selon cette loi empirique, ce qui me permet d'entendre la suite des sons comme une répétition de la même cellule rythmique. J'entends un air, j'entends le lien qui unit les notes entre elles, même si je ne suis pas capable de prévoir les notes qui vont suivre, parce que de fait, elles sont presque toujours imprévues, elles me paraissent toujours rétrospectivement prévisibles et déterminées par celles qui précèdent. C'est tout à fait clair dans les comptines, par exemple. Cet ordre est intelligible. Il satisfait donc l'attente de notre attitude esthétique par rapport au sonore. Mais je le répète, cet ordre, dans ce cas, obéit simplement à des régularités empiriques. J'anticipe ce qui va se passer en fonction de ce qui s'est passé, comme dans la répétition d'une cellule rythmique. Je reconnais dans le sonore des phrases, des motifs, des cellules rythmiques. Je perçois des tensions harmoniques, mélodiques ou rythmiques, suivies de détentes, etc. Troisième cas, c'est celui qui m'intéresse, j'entends cette fois-ci une suite de sons musicaux et je l'aperçois comme belle, cette suite. L'unité qui relie entre eux les événements musicaux obéit cette fois non plus seulement à un ordre empirique, toutes les fois que, par exemple, mais à des principes rationnels. Des principes rationnels a priori, notamment ceux que j'ai énoncés, le principe d'économie, qui est un principe dynamique, ou sa formulation statique, le principe de perfection ou d'harmonie. Alors, voyons d'abord le principe de perfection ou d'harmonie. Je ne vais pas développer des points qui ont déjà été évoqués par Madame Petit tout à l'heure, mais pour le dire d'une façon très simple, on qualifiera de beau son un son timbré avec des harmoniques consonants. Le corps anglais que j'ai est très très moche, c'est un corps anglais d'ordinateur. Désolé pour les amateurs de corps anglais. Mon violon n'est pas beaucoup plus beau. Mais évidemment, quelle que soit la déception que vous avez eue en écoutant ces sons que j'entends, qui ont une prétention musicale en ce sens qu'ils sont timbrés, ils seront forcément jugés plus beaux, et supposez que vous ayez ici un vrai corps anglais, mais ils n'ont pas quelque chose qui soit passé par l'ordinateur ou un vrai violon, évidemment, ce serait tout à fait différent. Alors, mais c'est évidemment plus beau que des sons non musicaux. Ce ne signifie pas du tout que des sons non musicaux ne puissent pas être utilisés par la musique. Je parle des sons qui ne sont pas musicaux, mais je ne dis pas que beaucoup de compositeurs, pas seulement de musique concrète, ont utilisé des sons musicaux dans de la musique. Ce n'est pas le point. Et enfin, évidemment, si on entend un son pur, quel que soit l'intérêt physiologique de la chose, vous trouverez ce troisième son, je crois qu'il y aura une unanimité pour dire qu'il est moins beau que les sons timbrés ou que les sons... qu'il n'est pas beaucoup plus beau que les bruits que j'ai fait entendre. Alors, peu importe. Ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas du tout le phénomène sonore, c'est en gros l'idée qu'on retrouve déjà au niveau du son, c'est que pour qu'un son soit qualifié de
beau, ou du moins de musical, il faut à la fois qu'il y ait unité et diversité. Unité et diversité des harmoniques. Si vous n'avez que l'unité, vous avez le son pur, la fréquence fondamentale, eh ben, la hauteur est très claire, ou le pitch est très clair, et vous n'aurez absolument pas une idée de beauté. Si vous avez des harmoniques inharmoniques, ou une confusion qui ne vous permet même pas de repérer la hauteur, comme dans les sons non musicaux, vous n'aurez pas de jugement de beauté. En revanche, la condition, non pas suffisante, mais nécessaire, c'est que vous ayez une unité, à la fois sentiment d'unité, un seul son, et diversité à l'intérieur de ça. Mais ça, évidemment, on ne l'entend pas consciemment. En revanche, on l'entend un peu plus dans des exemples, ce même principe dans des accords, bien entendu. C'est le même principe, c'est-à-dire à cela près que là, on entend clairement, on perçoit clairement dans certains cas, j'allais dire, trop d'unité comme l'unisson qu'on a dans le premier accord, et trop de diversité comme on a dans les deux derniers accords, qui sont caractérisés entre autres parce qu'on a des tritons qui étaient considérés classiquement comme el diabolus in musica, le diable dans la musique. Bon. Et donc, l'idée de consonance d'un accord suppose à la fois la perception d'une certaine unité et la perception d'une certaine diversité. Bon, alors, je saute tous ces passages. Maintenant, je suis passé du son à l'accord, et tout cela n'est évidemment pas la beauté de la musique, car ni le timbre ni l'accord ne se déroulent dans le temps. Or, la musique est un processus temporel. La musique est mouvement. Le principe rationnel unité d'une diversité, qui n'est qu'un autre nom de ce qu'on appelle l'harmonie, au sens le plus ancien du terme, remontant au grec. L'harmonie, c'est l'unité d'une diversité, ou plus exactement, c'est la perception du maximum d'unité dans le maximum de diversité, qui est un principe statique. Il faut l'appliquer à un processus dynamique, qui est la musique. Et ça devient, dans ce cas-là, le maximum d'effets pour le minimum de causes. Alors, appliquer à un mouvement l'harmonie d'un mouvement se nomme son élégance. Et l'élégance est évidemment perceptible. Elle est même évidente. C'est ce que j'appelle l'effet skieur. Alors, qu'est-ce qu'un beau style en ski ou en n'importe quel sport? Je ne parle pas d'un style efficace, je ne parle pas du style qui permet le plus rapide, mais bien un style que tout le monde reconnaîtra comme beau, du moins les amateurs de ski. Le skieur maintient sa position, maîtrise sa vitesse et sa trajectoire, toujours dans la ligne de plus grande pente par petites courbes égales, et pourtant il ne fait rien. Apparemment, à peine un léger déplacement régulier des genoux, toujours droit, le haut du corps immobile, aucune dépense inutile dans les mouvements, seulement des effets voulus et contrôlés. Autrement dit, le moins de mouvements possible pour le plus d'effets possibles. Vitesse constante, maîtrise de la pente, contrôle des obstacles, moins il en fait, plus il en obtient, et plus c'est beau. Et quand vous voyez un skieur moyen, eh bien, il fait énormément de mouvements pour obtenir beaucoup moins d'effets, beaucoup moins de maîtrise, beaucoup moins de constance de rien. Voilà. Bon, c'est le principe d'économie de moyens ou de rendement. Et lorsque nous voyons cela dans une démarche, par exemple, nous la trouvons élégante. Or, nous entendons exactement la même chose dans le second prélude en do mineur du clavier bien tempéré de Bach. Alors, on va peut-être passer à la suivante. Voilà.
ça, c'est comme le ski. Alors, donc, l'ordre dans le mouvement est clair, répétition d'une même cellule rythmique, d'une part, d'un même contour mélodique, hein, je ne dis pas la même phrase, c'est le même contour. Du début à la fin, contour symétrique aux deux mains, mais cet ordre, ça c'est l'ordre, n'empêche pas qu'à chaque mesure qui répète deux fois la même cellule mélodique, l'harmonie change, c'est comme un virage en ski. Mais cette modification obéit au principe du meilleur rendement, permettre le maximum d'effets, changement de couleur, par le minimum de cause, minimum de déplacement. Presque tout reste en place. Sur les 8 notes constituant chaque cellule, le changement d'une note ou deux, ou le glissement d'un degré seulement, modifie à chaque fois totalement la couleur harmonique. On serait presque tenté de dire à chaque virage, n'est-ce pas? Tout le reste demeurant égal, identique, maintien à l'identique des notes de base. On sera tenté, comme en ski, de dire immobilité du haut du corps, et notamment de la tonique. Bon. Le moindre effort, pour la plus grande variété et la plus grande maîtrise du mouvement, c'est l'élégance par excellence. Idem, on pourrait prendre l'exemple du premier, en do majeur. Un peu rapide, pardon. Je reviens. Alors, il y a une autre façon d'interpréter le principe rationnel quantitatif d'économie en enrichissant par le principe qualitatif de la variété. C'est ce qui se passe dans le champ visuel. Alors, je reviens à ma comparaison initiale populaire. Un visage, tout le monde sera d'accord pour dire qu'un visage difforme et irrégulier est laid, parce que nous n'y retrouvons aucun ordre qui nous permette de l'apercevoir en un seul regard, c'est-à-dire le principe d'unité, de le comprendre, pour ainsi dire, au sens strict du mot comprendre. La vue se perd dans les détails, à chercher l'unité de ce tout, l'esprit s'épuise à ne pouvoir l'appréhender facilement, une non-intuition d'un seul regard. Et donc un visage symétrique est beaucoup plus beau, du moins est-il plus agréable à regarder. Bon, en tout cas il n'est pas laid. Mais s'il est parfaitement symétrique, il peut donner une apparence factice et même parfois une impression d'inquiétante étrangeté, comme s'il était le fruit artificiel d'une duplication mécanique. C'est l'autre face, l'autre moitié du visage redupliquée, comme dans le cas précédent. Ainsi, si la réalisation d'un ordre totalement rationnel dans une figure naturelle, bien, parfaitement rationnelle, dans la symétrie parfaite dans une figure sensible, ça la fait paraître paradoxalement un peu artificielle, comme si c'était mécanique. Mais il a une autre, ça tout le monde le remarque, mais à mon avis, il est une autre raison qui fait qu'un tel visage pourrait être, s'il était légèrement, mais très légèrement asymétrique, non seulement plus intéressant, mais aussi plus beau. Vous êtes d'accord? Celui du milieu, qui est le vrai visage, quand même plus beau que les deux extrêmes. C'est une nuance, parce que là, on n'est pas face à Quasimodo, quand même. Bon. Alors, un visage présentant une très légère asymétrie restait totalement inaperçu au premier coup d'œil. Pourquoi? D'une façon générale, on peut dire que le plaisir esthétique est accru par l'apparition de légères dissymétries qui paraissent contrarier localement la symétrie sous-jacente, tout en la laissant transparaître en arrière-fond, permettant ainsi de faire apparaître, au niveau de ces légères dissymétries, un second ordre, superposé au premier qui l'enrichit, en suggérant une nouvelle possibilité d'ordre qui peut être non pas vu à proprement parler, mais aperçu par l'imagination sans être directement donné dans le sensible. Le principe de symétrie est alors complété par le principe de variété
c'est-à-dire par le principe de multiplicité dans l'unité. Nous voyons ainsi dans les mêmes traits non seulement la répétition à gauche de ce qui était déjà présent à droite, mais la suggestion par un détail présent à droite et absent à gauche qu'il pourrait y avoir un second ordre superposé au premier dans lequel la partie gauche pourrait se reproduire à droite et réciproquement. C'est comme si nous avions, dans une seule et même figure, l'unité des deux figures extrêmes en une seule, et dont nous percevons en quelque sorte doublement, au second degré, la plus grande unité dans la variété. Évidemment, il ne faut surtout pas que le détail local, étranger à la symétrie, nuise à la perception globale de la symétrie, Sinon, loin de voir dans les traits présents la superposition de divers ordres rationnels, l'un réel, l'autre imaginaire, on ne verrait que des traits dissymétriques et une grimace, un visage laid. Tout le problème de la beauté est là. Il faut, et aucune recette n'est possible pour l'obtenir, il faut que les deux principes s'équilibrent. Je répète, il n'y a pas de recette. Sinon, on composerait à l'ordinateur des musiques belles. Le maximum d'unité de la diversité d'un côté, principe qualitatif, et le principe d'économie, maximum d'effet dans le minimum de cause. Il faut qu'ils se superposent. Alors, il en va de même, je crois, dans l'ordre temporel et non plus dans l'ordre spatial, et dans la musique. Il s'agit dans la musique toujours, dans le mouvement qu'est la musique, toujours de ce qu'on a depuis longtemps repéré comme des oppositions, non plus de symétrie à proprement parler, mais des oppositions tension-détente. Par exemple, éloignement de la tonique par modulation, retour apaisant à la tonique, etc. À l'intérieur desquelles sont incluses d'autres oppositions tension-détente plus rapprochées, et ainsi de suite, en sorte que l'on attend dans les phrases ou les mouvements complexes des apaisements de tension harmonique, mélodique ou rythmique, sans cesse différés, localement, voire, mais sous-tendus localement par d'autres réalisations de tension, où la variété locale vient enrichir l'ordre global, le génie du compositeur consistant à parvenir à une sorte d'équilibre entre ordre et variété. D'un côté, un ordre plus ou moins prévisible au plan mélodique, rythmique ou harmonique, d'un autre côté, une variété plus ou moins inattendue et donc riche sur ces trois plans. Alors je vais prendre un exemple que j'ai pris aussi dans le livre que montrait Mme Petit tout à l'heure, celle des premières mesures, bien connues, mais que je ne confierai pas à Pavarotti, mais un piano plus ou moins accordé de jouer. Alors, remarquons d'abord d'où vient l'impression d'ordre, d'ordre, je n'ai pas dit d'ordre au sens de la beauté, simplement l'impression d'ordre qui fait que, voilà, on entend une phrase mélodique. Bon. L'impression d'ordre qui constitue la mélodie a trois sources. Une source rythmique, purement empirique. Répétition d'une même cellule, l'esprit comprend. Trois noirs sont suivis d'une croche pointée double croche, blanche, ad libitum. Source motivique, si je puis dire. Il y a deux motifs, chacun de deux mesures. Il est répété deux fois, et la deuxième fois, un degré plus bas. L'esprit saisit facilement cet ordre. Source harmonique, on attend une respiration de la fin de cette phrase sur la dominante, sol, puisqu'on est en D majeur, sachant que la respiration finale se terminera probablement sur un Do. Alors, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait exact à cause de la note La que j'ai soulignée. En effet, pour respecter la détente harmonique constituée sur l'appui final sur le sol de la mesure 8, la dernière blanche, on doit faire une légère entorse à la répétition motivique des cellules 5, 6. Pour la respecter, on aurait dû avoir Ré, Do, Si, Si, La, La, ce qui aurait contrevenu à la détente harmonique,
puisqu'on veut terminer par un sol. On aurait donc pu avoir l'ordre que probablement, si j'avais eu un minimum d'invention, j'aurais moi-même écrit, un truc pas terrible, qui est celui-ci. Bon, c'est décevant, je sais, on connaît bien ce truc, donc on est un peu déçu. Mais pourtant, c'est beaucoup mieux sur le plan strictement mécanique, parce que là, évidemment, c'est beaucoup plus logique. On serait descendu au sol par degrés conjoints, ce qui est vocalement et mélodiquement beaucoup plus naturel. Et je suis sûr que n'importe quel compositeur sortant d'une médiocre classe d'écriture aurait écrit un truc comme ça, peut-être, enfin, en tout cas moi. C'est plus simple, c'est plus naturel, c'est plus mécanique, mais combien moins beau. Bon, car la solution de Verdi, grand mélodiste, consiste quoi? À faire glisser les 4 dernières notes un ton plus bas, et donc à remplacer la descente par degrés conjoints Ré-Do-Si par une descente seconde majeure tierce mineure. Et ça fait toute la différence entre une mélodie banale, bien ordonnée, et une belle mélodie dont l'ordre obéit à un principe rationnel a priori que je vais m'efforcer de montrer. En effet, dans la solution de Verdi, d'une part, le contour du motif des mesures 5-6, je dis bien le contour, des mesures 5-6 est préservé dans les mesures 7-8, ce qui n'aurait pas été le cas dans la solution mécanique. Et surtout, la succession seconde descendante, tierce descendante de la mesure 7, Do, La, puisque tout est dans le La, reprend exactement la succession d'intervalles des mesures 2 et 4 du premier motif. Mesure, voilà, 2 et 4. Seconde, on a ici, dans une simple phrase mélodique, finalement, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de chant, etc., l'application du principe d'économie et de variété. En effet, la note La de la mesure 7 est à elle seule la résultante de diverses tensions. L'ordre mélodique du premier motif et celui du second, au lieu d'être indépendants, sont, pour ainsi dire, synthétisés et réunis dans la mesure 7 par la grâce d'une simple note La, alors même que la mesure 8 va résoudre comme prévu la tension harmonique sur la dominante Sol, tout en imitant la cellule motivique de la mesure 6, seconde descendante, note répétée, dont elle est, par ailleurs, la répétition rythmique. Avec le même nombre de causes, ici les 3 notes de la mesure 7, on a beaucoup plus d'effets. Dit en d'autres termes, les 8 mesures de la phrase gagnent en unité sans rien perdre de leur diversité ou de leur variété. C'est comme un visage dont une légère dissymétrie, le La, si je puis dire, enfin, l'application dans le temps de ce qui serait une symétrie dans l'espace, permettrait d'entrevoir la synthèse de 2 symétries et donc la plus grande variété sans nuire à l'unité d'ensemble. Je vais conclure en revenant à la rêverie de Schumann. Alors, il faudrait d'abord ici reprendre les analyses de Berg. J'ai noté que dans la formulation de la longue ligne mélodique qui lui sert de fil conducteur, Berg note le déplacement des accords opère sur des temps indifféremment forts ou faibles. Certes. Il faudrait ensuite, avec Karol Beffa, le resituer dans le projet esthétique de Schumann et montrer l'effet expressif de ces hésitations entre temps fort et temps faible, qui est de perturber la régularité de la pulsation. Et donc d'obtenir ces effets de vagabondage, par exemple. Quant à la mélodie, que Karol note longue et sinueuse tout en méandre et en ondulation, elle se dérobe à la mémoire, il y a en elle un côté rhapsodique, quasi improvisé, vagabond, qui justifie le titre donné par Schumann, Rêverie.
il faudrait que je sois capable, à mon tour, de faire sur la rêverie de Schumann ce que je viens d'ébaucher sur les 8 mesures réduites à une phrase mélodique de Verdi. Mais il faudrait pour cela faire une expérience de pensée du même type que celle que j'ai faite sur Verdi, c'est-à-dire une expérience de pensée qu'on appelle contrefactuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu obtenir les mêmes effets expressifs que note très justement Karl Beffa, irrégularité, flou, incertitude, méditation, vagabondage, sans que la mélodie fût belle? C'est une expérience que je ne peux pas faire, mais que je crois qu'on pourrait faire. On chercherait alors, au-dessus de ces effets expressifs, des effets proprement esthétiques qui n'en soient pas seulement la résultante, ce qui était mon hypothèse. Par exemple, on entendrait la longue mélodie sinueuse. On entendrait qu'elle donne, en effet, comme le signale Karl Beffa, une impression de vagabondage, mais que celle-ci possède en outre une qualité esthétique proprement dit, qu'on associe à la beauté, mais qui s'en distingue néanmoins, et qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est l'aisance dans le mouvement, et la grâce est d'autant plus puissante que le mouvement est long et continu. À multiplier ce genre d'exemples, on verrait alors comment la beauté s'insinue dans la rêverie, au-dessus et au-delà de ses composantes musicales, non pas seulement comme leur simple résultante, mais comme un second ordre rationnel que nous percevons, sans en avoir conscience évidemment, dans l'ordre musical proprement sonore. Alors, est-ce seulement par manque de temps que je me contente de suggérer qu'il faudrait le faire? Est-ce parce que je ne suis pas capable de le faire réellement que je me contente d'affirmer qu'il devrait être possible de le faire? N'est-ce pas aussi peut-être pour préserver un peu du mystère de la beauté de cette rêverie? Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.